Avec les années, j'ai remarqué que mes lectures ont changé. Passant de shonen neketsu en tout genre et shoujo principalement produits par Clamp à divers seinen des josei. Tantôt science-fiction, tantôt tranche de vie. Vous le savez, mon attirance première est la SF et ses récits univers fournis, mettant en exergue beaucoup de thématiques différentes. L'intérêt de ce genre réside pour moi dans la présentation des torts de l'humain, sous toutes ses formes et des dérives que cela peut entraîner. Et un des thèmes revenant régulièrement dans la SF, et plus particulièrement dans le cyberpunk, est le rapport au corps et au sexe. Je pense sincèrement que cette prise de conscience de ces thématiques dans ce genre précis m'a ouvert à un second genre dont je vais parler aujourd'hui, les récits dits tranches de vie, et précisément ceux qui utilisent le sexe comme élément narratif pour dépeindre un trauma ou un vice de notre société. Vous êtes bien devant la première partie des tas d'analyses sur les mangas et le sexe, bienvenue. La sélection fut rude et pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous parler de 3 œuvres où le sexe tient une place privilégiée. Le premier récit est sûrement le plus connu des 3, dû à son auteur et à sa popularité, Inyo Asano. Je vais donc vous parler ici de Errance. Les plus investis dans la carrière de l'auteur se demanderont sûrement pourquoi Errance et non la fille de la plage, qui met le sexe à une place principale dans le récit. La réponse est simple, cette première partie concerne des personnes adultes ayant déjà découvert leur sexualité et leur corps. La fille de la plage mettant en avant 2 jeunes ados, le récit aurait dénoté de la sélection. Et aussi, car c'est plus dur de traiter d'un récit mettant en avant des jeunes de 14 ans découvrant le sexe, le tout en images explicites. Errance, c'est avant tout une interstice dans la vie d'un mangaka ayant connu le succès, une pause dans la carrière de Kaoru et de sa femme éditrice. Le constat est simple. Après l'unanimité de sa précédente série, Kaoru n'arrive pas à commencer une nouvelle. Tout le contraire de sa femme, éditrice ayant le vent en poupe et en passe de produire le travail d'une mangaka à succès. À contre-pied total de ses pairs, Asano met en avant la panne chez l'artiste, là où un Bakuman ou Hitman prône l'émulsion des idées. Indécis et probablement jaloux du succès en devenir de sa femme, le personnage principal décide de se réfugier dans le sexe sans lendemain, en faisant appel à des hôtesses fraîchement majeures. Et c'est ce mélange d'adultère, de point de vue égoïste et nombriliste et de peur que met en avant le récit aux allures par moments autobiographiques. Le sexe est ici montré en premier lieu comme un acte désintéressé, une sorte de pulsion primaire cherchant du réconfort dans un acte charnel sans attache. Et l'acte ne s'arrête pas là, car en prenant du recul, il s'agit bien d'adultère. Il faut savoir qu'au Japon, c'est monnaie courante. Beaucoup de Japonais sont forcés de se marier pour construire une vie de couple et fonder une famille, soit par convention sociale, soit par pression des familles. En résulte un fort taux de tromperie dont les Japonais sont conscients, celle-ci étant au centre de beaucoup de récits romantiques pour les plus soft et de la culture du porno et du hentai pour les moins soft. Trouver alors notre protagoniste dans cette position paraît symptomatique des vices de la société japonaise. Ici, Kaoru commet l'infidélité pour sortir de la pression exercée par la situation dite précédemment. Et si celle-ci était sans attache, cela ne le sera plus dès sa rencontre avec Shifuyo. L'acte de tromperie change alors de ton, passant d'un acte purement sexuel à la recherche d'affection. Et là où dans des œuvres comme Corps solitaire, cette recherche d'affection se rapproche d'un rapport amoureux, ici l'affection se résume à un soutien psychologique détaché, uniquement présent pour assurer Kaoru sans réellement penser à une quelconque relation. Ce soutien psychologique particulier se retrouve dans la seconde œuvre traitée ici. Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Récit où le sexe est au centre de l'intention. Manga adapté d'un roman autobiographique de Kodama et dessiné par Yukiko Goto, il raconte l'histoire de Sachiko, jeune étudiante fraîchement arrivée en métropole qui souffre d'un mal assez spécial. La queue, oui c'est comme ça qu'elle nomme le pénis, de son mari ne rentre pas. Cette souffrance nous prend d'ailleurs dès la première page, s'ouvrant sur une scène post-rapport sexuel avec le lit taché de sang et Sachiko épuisée, en larmes de douleur après avoir essayé de la rentrer en forçant. Encore une fois, pour ce récit, nous suivrons la thématique globale de la vidéo, le sexe comme pansement aux troubles de la société. Ici, Sachiko vient de la campagne, et il faut savoir qu'au Japon, et essentiellement chez les jeunes, les campagnards sont relativement mis à l'écart et une scission se crée dans les universités entre autres. En résulte un stress non négligeable généré par cette pression sociale de devoir faire ses preuves venant d'un milieu non urbain. Ajoutez à cela une pression familiale, Sachiko ayant grandi dans une famille relativement dure avec elle, nous nous en rendons réellement compte lors de la rencontre entre la mère de Sachiko et les parents de Shin, montrant de manière exacerbée l'antipathie dont elle fait preuve avec sa fille et son trouble. On saupoudre ensuite le tout de pression sociale à l'époque du lycée pour trouver un partenaire sexuel et nous obtenons un bon gros traumatisme. Et là où je trouve le récit particulièrement intelligent, c'est dans le traitement de ce trauma. Spoiler ici, mais Sachiko va se donner à l'adultère sans lendemain durant une période courte de sa vie, quelques mois tout au plus. Période durant laquelle les queues étrangères entrent dû à un réconfort et un non-jugement de la part de ses partenaires, tous assez excentriques.
De mon point de vue, le sexe est ici utilisé pour montrer les torts de la société japonaise quant aux relations sociales, surtout vis-à-vis d'habitants de zones rurales arrivant en ville pour leur vie professionnelle. Une pression telle que le blocage va se percevoir par non seulement le mental avec une perte de confiance en soi, mais aussi par le physique avec le trouble de Sachiko et plus tard des sévices corporels causés par ce stress intense. Cela me permet à présent de faire le lien avec le dernier titre présenté mettant en avant un personnage fuyant tout ce stress, Setchan. Le monde selon Setchan raconte l'histoire tragique de Setchan, étudiante totalement détachée du monde et de ses tourments, vivant sa vie au jour le jour, ponctuant ses journées de sexe sans lendemain. La société dans laquelle se déroule le récit est bousculée par des mouvements étudiants ponctués par des actes de terrorisme. Un environnement en proie à un stress intense pour qui ne veut pas être concerné par tout ça. Mais Tomoko Oshima, l'autrice, prend à contre-pied total la situation en mettant au centre du récit Setchan et Akun, deux personnages fuyant les soucis, refusant de participer à ces mouvements, même sous la pression d'amis ou de petits amis, restant alors totalement détachés du monde dans lequel ils vivent. A contrario des deux récits précédents, Setchan ne se réfugie pas dans le sexe pour fuir un souci, mais pour ne pas en avoir, sa vie étant paisible et agréable de base. Ses rapports sexuels sans lendemain et sans affection lui permettent de vivre au gré de ses envies, de se faire légèrement entretenir par ces hommes qui eux fuient leurs soucis dans ces rapports et essaient de nouer des liens affectifs avec elle. Une scène particulièrement marquante est celle où Setchan réfléchit à quel partenaire elle va aller voir, passant alors en revue les différents messages de sa liste potentielle et refusant les avances de tous ceux lui proposant autre chose que juste un moment de détente sans affect. Ces relations étant alors à l'image de ses rapports sexuels dénués de sentiments, d'attache et par extension de problèmes. Le sexe est ici utilisé comme vecteur narratif et comme représentation de la mentalité du personnage principal. Car hormis dans l'introduction, celui-ci n'est que très peu représenté et l'autrice va même jusqu'à l'interdire lors de sa relation avec Akun. Tout cela mis bout à bout crée un récit unique, à contre-courant total de ce que l'on peut trouver dans les autres récits présentés, se terminant en apothéose. Je ne spoile pas la fin de l'histoire ici, ni même son déroulé pour vous laisser le plaisir de découvrir celle-ci, et de remettre vous-même en question le récit selon votre propre vision. D'ailleurs je vous invite en commentaire, précédé d'une balise spoil évidemment, n'hésitez pas à me présenter votre propre interprétation de cette fin et de ce qu'elle représente. En conclusion, le manga et surtout le genre tranche de vie permet de mettre en avant les troubles de la société japonaise, l'imageant dans notre cas par le sexe. Durant cette vidéo, nous avons pu voir 3 visions d'auteurs et d'autrices à ce propos. Le sexe payant pour faire sa propre remise en question, les troubles sexuels générés par une pression trop grande ou encore la façon de voir le monde calquée sur celle d'un rapport sans affect. Évidemment, de nombreux autres récits traitent de cette thématique, n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire. Cette partie 1 de la table d'analyse sur les mangas et le sexe s'achève ici. Il y aura d'autres parties à venir évidemment, traitant du sujet sous différents angles. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse, partagez cette vidéo à vos proches si elle vous a plu, c'est le meilleur moyen de la faire connaître. En tout cas, moi c'était Tada, et je vous dis à la prochaine.